maintenant, nous allons parler de rayonnement international et d'attractivité. Pour ce faire, j'appelle donc Jean Perrault, directeur des relations institutionnelles pour la recherche d'Airbus, secrétaire général du pôle de compétitivité aérospatiale Astec Paris Région. Bonjour monsieur, merci, installez-vous. Également monsieur Marc-Antoine Jamet, président du pôle de compétitivité Cosmétique Valais. Alexandre Missov, directeur général de Paris-Île-de-France Capitale économique. Jonathan Seban, directeur général de Sogaris. Et donc Michel Valache, je ne sais pas s'il était... Oui, voilà, c'est ça. Ne peut pas assister à cette table ronde. Je crois qu'il a été obligé de rejoindre le Premier ministre. Et donc c'est Jean-Paul Lafitte qui le remplace, élu donc de CCI Île-de-France et trésorier de Paris-Seine Normandie. Alors, Monsieur Jamet, on va commencer avec vous cette table ronde. Donc, si vous voulez bien, dans un premier temps, nous présenter ce pôle de compétitivité, donc Cosmétique Valais, pardon, et puis peut-être son implication dans et ses rapports avec les acteurs de l'axe Seine. La Cosmétique Valais est un malheureux et pauvre pôle de compétitivité par rapport à Moveo et l'empire qu'il représente, qui a un certain nombre de défauts, chers collègues. Le premier, c'est d'être leader sur son marché mondialement. Le deuxième, c'est de faire partie du deuxième secteur exportateur de la France et du deuxième contributeur à sa balance commerciale, mais de ne pas être industriel et de ne pas avoir la chance de fabriquer des parfums qui s'appellent Centrale Nucléaire, des cosmétiques qui pourraient s'appeler Airbus et d'autres crèmes de jour que l'on pourrait appeler, je ne sais pas, Alstom ou Siemens. Et donc, nous paraissons comme pas industriels. Mais c'est une erreur totale. C'est 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 150 000 personnes qui travaillent majoritairement dans un triangle qui est entre Tours, Chartres et Orléans. Et c'est véritablement une industrie forte, une industrie où nous sommes leaders, concurrencée par des concurrences émergentes. On les connaît, la Corée, le Brésil, concurrencée par des pôles très anciens et très forts qui sont les États-Unis et le Japon. Mais véritablement un endroit où, grâce à l'axe Seine, ce qui va nous permettre de faire d'une certaine façon la transition, nous représentons aussi bien Notre-Dame de Paris que Giverny, nous représentons Deauville comme le château de Versailles, et de cette façon, nous vendons la France, nous sommes ambassadeurs de la France et ambassadeurs de l'axe Seine, puisqu'il est difficile de vendre la France sans vendre la Seine et sans vendre Paris et sans vendre la Normandie. Deuxième région la plus connue au monde, après, paraît-il, la Californie, dans sa dénomination. Donc voilà ce qu'est le pôle. J'en dirais un mot. Il a deux caractéristiques, me semble-t-il. La première, c'est qu'il fonctionne, ce qui lui a permis d'être labellisé il y a une semaine. Il fonctionne pourquoi ? Parce qu'il arrive à sortir des projets de recherche collaboratifs. Le directeur général de la Cosmétique Valais, Christophe Masson, qui est devant moi, me corrigera si je me trompe. 400 projets où on voit aussi bien des PME que des grands groupes, des laboratoires publics que des laboratoires privés, des instituts connus et très forts, le CNRS par exemple, et en même temps une PME de Touraine qui travaillent ensemble à travailler à la fois sur de la performance et de l'innovation, mais sur du Made in France. Et nous sommes le Made in France, sécurité des consommateurs, authenticité des produits, protection de l'environnement et innovation. Voilà ce qu'est la Cosmétique Valais, à la différence aussi peut-être de quelques autres pôles, certainement pas Moveo qui est remarquable, et Astec qui est sublime. Il faut toujours se prémunir de ses voisins, sans ça on a quand même une surprise. Deux derniers éléments pour conclure sur la Cosmétique Valais. J'observe, étant le représentant d'un grand groupe et la présidente, que c'est une société des égaux, où à ma plus grande stupéfaction, le patron d'une PME a la même voix que le patron de Chanel, LVMH ou Dior, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et la deuxième chose, c'est que nous communions sous toutes les espèces, la Cosmétique Valais, et que nous sommes aussi bien un réseau et que nous faisons du networking, qu'un instrument de recherche, qu'un instrument de développement international, qu'un instrument de construction de salons, qu'un instrument de congrès et de formation, et qu'un instrument industriel. Donc nous ne sommes pas un salon où on fumerait le cigare en lisant Le Monde, ce qui serait une activité intéressante et qui pour moi représente à peu près 80% de ma vie, mais qui pour les autres qui travaillent serait embêtante. Nous sommes véritablement un pôle de compétitivité actif, industriel, exportateur et performant. Et ça illustre ce côté donc innovation de l'axe Seine qui était évoqué tout à l'heure par donc Monsieur Charlet aussi. Sur l'axe Seine, nous avons beau être à l'origine
enraciné entre Chartres, Tours et Orléans. La réalité est que quand on voit nos 1500 entreprises, on en a à peu près 800 qui sont entre Île-de-France et Normandie. Et il nous apparaît, depuis notre capitale qui est Chartres, que la majorité de nos adhérents sont des adhérents parisiens et qu'ensuite la deuxième région adhérente, bien que nous animions la filière nationale, c'est la Normandie. La deuxième chose, c'est qu'on voit en termes de création de valeur, l'Axocène est fondamental. J'ai parlé tout à l'heure d'un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros. Il y en a à peu près 17, avec une répartition entre 10 pour la région Île-de-France et 7 pour la Normandie, qui viennent directement de l'Axocène. Et puis, quand on regarde, j'ai cité tout à l'heure Giverny et Deauville, mais j'aurais pu citer Sisley et Clarins qui sont à Cergy. J'aurais pu citer Yves Rocher qui est ici. J'aurais pu citer à Val-de-Reuil Hermès et Johnson & Johnson. Et on voit qu'en fait, les grandes usines de la cosmétique et de la parfumerie française sont sur la Seine. Ajoutons également que celles qui ne sont pas sur la Seine sont entre les Hauts-de-France. C'est le cas de pas mal d'usines de L'Oréal. Et puis, un certain nombre d'usines de Dior et de Guerlain qui sont dans Centre-Val de Loire. Et là, on s'aperçoit que l'Axocène est rabatteur. C'est-à-dire que où exportent bien évidemment ces usines de cosmétiques, c'est au Havre, et où rabattent-elles peu à peu par des circuits logistiques, d'où l'importance évidemment des annonces du Premier ministre, vers où rabattent-elles leur trafic? Bien évidemment, elles les rabattent vers la Seine. Voilà, donc on a, et puis je dirais que la Cosmétique Vallée, puisqu'elle est chargée d'animer la filière au niveau national, a pour l'Axocène l'Axocène a pour elle deux attraits. Le premier, c'est que c'est sur l'Axocène qu'on fait ce qui est en matière de cosmétique, puisque là, ce sont des produits de salle de bain et de sac à main, ils doivent être absolument sûrs. On a un rapport psychologique individuel à un produit cosmétique. C'est là où nous les testons. Et ce que nous appelons les DES, c'est-à-dire les domaines d'excellence stratégiques, qui visent à redonner à chaque région une identité, un repère dans l'animation globale de la filière. Je suis Cosmétique Vallée, mais moi, je suis plutôt logistique, packaging, olfaction ou formulation. Eh bien, il y en a deux sur le territoire de l'Axocène. Cergy et Évreux se partagent l'ensemble des tests et mesures. Tests et mesures plutôt du côté de la performance à Cergy-Pontoise, plutôt du côté de la sécurité à Évreux. Et puis, évidemment, il y a pour nous un desk qui est fondamental, mais le Premier ministre en a parlé tout le temps, c'est celui que nous travaillons avec Aropa, car si nous sommes le premier exportateur probablement de produits cosmétiques de qualité au monde, 80% de cette production passe par l'Axocène pour finir au port du Havre. Et donc ce DEST, c'est un DEST qui est un DEST de sécurité, de performance autour de la logistique et de l'exportation. Et donc évidemment la qualité du rabattage ferroviaire, routier et fluvial vers le Havre est pour nous absolument essentielle. Parfait, merci beaucoup. On va maintenant voir avec Monsieur Perrault si le pôle de compétitivité, donc Astec, qui est plutôt francilien malgré tout, enfin, plutôt basé en Île-de-France, hein, donc dédié à l'aérospatiale et l'aéronautique. Vous allez nous le présenter aussi rapidement si vous voulez bien, mais aussi il y a quand même des liens ou tout du moins bénéficient de cet Axocène quelque part. Oui, tout à fait. Merci de m'avoir invité et d'avoir invité Astec à cette table ronde. Je ne sais pas si ce micro fonctionne. Ce micro, je ne sais pas, oui. Vous entendez? Celui-ci était peut-être... Celui-là marche peut-être, voilà. Bon. Le pôle Astec est un des trois pôles aéronautiques, les deux autres étant en région PACA, c'est CEF, et en région Aquitaine et Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, c'est Aerospace Valley. Le pôle Astec est donc un pôle francilien, ce qui est, on n'a pas idée, mais que l'aéronautique est aussi présente en Île-de-France. C'est pourtant un thème cher à Madame Pécresse. Et de fait, quand on pense à Ariane Group, et là encore, les enjeux logistiques de la vallée de Seine, rappelés par le Premier ministre, sont utilisés assez fréquemment par mes collègues d'Ariane Group, qui transportent les tronçons d'Ariane de l'usine des Mureaux au Havre, pour partir ensuite à Kourou. Il y a effectivement les Safran, qui est massivement présent par ses moteurs en Île-de-France, avec Snecma, principalement à Villaroche, mais aussi pour des nacelles de moteurs au Havre. Puis nous avons Dassault également présent dans la région Île-de-France avec des usines à Argenteuil notamment. Donc une activité aéronautique assez forte et qui est en fait ancrée dans la filière.
J'ai d'ailleurs 2 casquettes, ma casquette Airbus et celle du GIFAS, qui est le syndicat professionnel, où je préside la commission R&D, assure qu'il y a un lien aussi entre toutes ces activités de déploiement dans les territoires pour bénéficier à une filière dont la croissance internationale et le statut européen n'est plus à démontrer. Donc en fait, les 3 piliers sur lesquels nous travaillons, c'est d'abord évidemment, comme tous les pôles, la compétitivité des territoires pour accompagner les sociétés qui s'y trouvent, des PME aux grands groupes, et que tout ceci forme des équipes gagnantes et compétitives. Et c'est aussi préparer les innovations et l'excellence de ces innovations. L'ensemble de tout cela contribuant à valoriser les régions et à en exercer un caractère d'attractivité, bien sûr, c'est le sujet de notre table ronde, mais un secteur comme l'aéronautique et le spatial y concourt grandement. Alors Astec, c'est à peu près 300 membres, 250 entreprises et un bassin de 60 000 emplois à peu près, puis 50 académiques et centres de formation ou de recherche, parmi les plus prestigieux, le CNES, le CNRS, l'ONERA, l'Office national bien connu de recherche aéronautique et spatiale, civile comme militaire, puis de toutes les écoles de Paris Tech et de l'environnement francilien notamment. Et donc, cette présence d'Astec n'est pas un silo quelque part en Île-de-France, c'est une plateforme qui rayonne, notamment avec des contributeurs qui travaillent à l'aéronautique, puisque j'ai cité les Mureaux, j'ai cité Le Havre. Il y a évidemment le cluster Normandie Aéroespace, avec lequel nous travaillons beaucoup. Nous travaillons en fait sur 3 axes. Et c'est un peu autour de ça que j'aimerais comment dirais-je, cartographier l'action du pôle et son rayonnement. Un axe filière, je viens de le mentionner, mais la filière, au travers de son syndicat professionnel, le GIFAS, met en œuvre des actions pour la performance industrielle, pour l'industrie du futur, et donc accompagne tout cela sur les territoires. Et l'outil naturel, ce sont les clusters et les pôles, donc principalement en Île-de-France, et avec ces extensions de coopération en Normandie, Astec bien sûr. Il y a aussi des situations de rayonnement, de travail en collaboratif aux différents niveaux de la région. C'est un fonctionnement en cluster, c'est un axe de coopération que nous mettons beaucoup en œuvre au travers de symposiums, de manifestations que nous organisons tout au long de l'année, et dans le domaine spatial comme dans le domaine aéronautique. Et puis, l'aéronautique, ça rejoint un peu le propos de Moveo tout à l'heure, a une caractéristique, c'est de faire face à des technologies bientôt en rupture, qui nous apportent des ruptures majeures. Dans l'énergie, nous sommes aussi interpellés par les avions plus électriques. Nous sommes interpellés par l'intelligence artificielle, ce que ça donnera comme possibilité de nouveaux vols pour les avions, pas simplement un avion sans pilote, mais éventuellement de nouvelles trajectoires étudiées de façon plus intelligente, plus coopérative entre les avions avec le trafic aérien. Toutes ces questions-là sont des technologies qui vont apporter des ruptures qu'il faut que nous préparions. Et nous pensons, dans le monde aéronautique et spatial, que les territoires sont des lieux privilégiés pour tester ces ruptures, parce qu'elles ne vont pas du jour au lendemain passer du laboratoire avec des chercheurs dans l'application commerciale massive. Il va falloir d'abord une appropriation sociétale, des évolutions technologiques, des adaptations, des incréments. On peut faire voler des avions en électrique. On l'a fait chez Airbus, un petit avion d'une place qui a volé à l'électrique, mais ça ne fait pas la 320 électrique. Celui-là, c'est pas pour tout de suite. Et donc, l'histoire de l'aéronautique nous enseigne qu'il faut commencer petit, puis par des démonstrations successives, à capitaliser en expérience. Et quand il y a des ruptures, il y a aussi des usages qui changent. Et donc, la capacité des territoires à porter des usages nouveaux, à les évaluer, c'est vrai dans le domaine des voitures autonomes, ce sera vrai dans le domaine, pourquoi pas, des drones ou des extensions de voitures volantes ou autres. On en entend beaucoup parler. Et donc, c'est sur les territoires, pour capitaliser les retours d'expérience technologiques, sociétales et réglementaires aussi, que tout ceci se fera fort utilement. Et les pôles, à nos sens, doivent y contribuer. C'est à l'agenda d'Astec. Et nous remercions, comme tous les pôles qui l'ont été, la sélection en phase 4 faite la semaine dernière pour mener ces projets-là. Vous avez évoqué tout à l'heure donc l'attractivité qui fait aussi partie donc de vos activités. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la renforcer en quelques mots, pour qu'on puisse passer la parole aux autres intervenants? Cette attractivité,
Je vais donner un exemple avec la casquette Airbus et GIFAS. Nous souhaitons, dans les projets d'innovation de la filière au plan national, engager des appels d'offres qui vont sortir auprès des acteurs des territoires, et notamment en Normandie avec les clusters, en Île-de-France avec Astec, et tous les autres territoires, mais pour engager des sous-traitances, des recherches à l'innovation, monter des projets, et que ces collaborations entre régions soient facilitées à l'aune d'un accès à la mer par la filière aéronautique ou spatiale. Je pense qu'il faut qu'on élabore tout ça ensemble, et c'est un gage de développement des deux régions et de leur coopération. Je ne vois pas de frein particulier parce que cela a déjà été mis en place, notamment dans le domaine spatial avec des boosters pour l'exploitation des données dans le spatial, avec Normandie Aérospace. Ce sera fait aussi avec Moveo, sur lequel nous avons des groupes de travail sur des technologies de systèmes à forte criticité. Donc tout ceci va cheminer et va prendre forme sous la puissance et l'énergie du développement de la filière aéronautique et spatiale aussi, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Alexandre Missoff, vous avez entendu Édouard Philippe tout à l'heure dire que l'ouverture du Grand Paris international était un des enjeux majeurs et devait passer notamment, et que l'Axe CERN en était un des leviers. J'imagine que ça vous partagez et vous êtes peut-être content d'entendre cela. Et comment vous, au niveau de PCE, vous pouvez utiliser cet argument? Alors évidemment, je ne vais pas dissimuler que les propos du Premier ministre à cet égard me convenaient particulièrement, et d'autant plus que la métaphore qu'il a utilisée avec le Nil et la Seine, on le retrouve aussi dans cette dimension essentielle que joue la logistique dans les rôles d'attractivité. Alexandrie, qui est devenue à un moment donné la métropole la plus puissante du monde, c'est à la fois parce qu'elle s'était dotée d'une infrastructure, c'est-à-dire une tour avec une lumière dessus sur l'île de Pharos qui devait donner le nom du phare, qui permettait d'attirer le commerce et d'attirer la logistique, mais qu'elle a fait le lien entre ce commerce des biens et des denrées et avec la bibliothèque d'Alexandrie, demandant à chaque navire qui arrivait dans le port de déposer 2 nouveaux manuscrits. Donc renforcer les infrastructures qui permettent de concentrer les flux logistiques et de les attirer autour de quelques points névralgiques qui sont les grands hubs du monde, c'est non seulement favoriser les échanges commerciaux, mais c'est aussi favoriser l'attractivité et le rayonnement intellectuel et le dynamisme des métropoles. On n'échange pas que des marchandises, on n'échange pas que des biens, on échange aussi des personnes, des idées, et c'est ça qui fait l'attractivité des territoires. C'est pas une nouvelle idée alors? C'est pas une nouvelle idée, c'est une idée qui est en permanence réinventée. On peut retrouver les mêmes schémas, le Premier ministre l'évoquait depuis l'Égypte ancienne, avec quand même un point qui est assez particulier aujourd'hui, c'est que le monde est un univers abouti. Et donc à l'époque d'Alexandrie, puis je ne veux pas être trop long sur ce point-là, on était au centre d'un monde qui était finalement assez fini, qui était le monde de la Méditerranée et encore de ces rives-là de la Méditerranée. Maintenant que le monde s'est accompli, il n'y a plus de terrain incognita, être à mi-chemin sur une route stratégique n'est pas forcément l'atout qu'il a pu représenter auparavant. Le Saint-Gothard, la richesse du Tessin, des cantons suisses ou de la plaine du Pô, ça pouvait venir de sa position géographique stratégique. La 5e ligne aérienne la plus empruntée au monde, je crois, c'est Londres-Milan. Pour Roanne, qui est exactement à mi-chemin sur cette ligne, le bénéfice n'est pas forcément évident. Donc il doit chercher des outils de son attractivité ailleurs en essayant justement de concentrer les flux. Et là, on voit sur le sujet de l'attractivité du Grand Paris, qui est le point que j'exprime ici. Moi, Paris Capitale Économique, c'est une structure qui a été créée par la Chambre de commerce et qui est en charge du rayonnement et de l'attractivité du projet du Grand Paris international. Donc on est dans un dialogue permanent avec toutes les grandes métropoles du monde, et dans ce dialogue, on s'aperçoit que les sujets de soutenabilité des grandes métropoles, d'approvisionnement logistique des grandes métropoles, mais également de la capacité à construire les grands projets en termes d'acheminement des matériaux de construction, en termes d'import des biens de consommation, en termes d'évacuation des déblais de chantier, ce sont des points qui sont déterminants pour tous les grands projets de métropole dans le monde. Il y a 20 ans, vous aviez 100 villes de plus d'1 million d'habitants sur la planète. L'année dernière, on a franchi le cap des 500 villes de plus d'1 million d'habitants. Il y a un grand Moscou, il y a un grand Toronto, il y a un grand Singapour, il y a un Greater London, il y a un grand Paris, évidemment. On est tous confrontés aux mêmes enjeux. Et quand on parle de ces enjeux avec les autres métropoles étrangères, on s'aperçoit qu'un des points qui fait l'originalité et qui fait la force du projet du Grand Paris, c'est justement son lien avec l'axe Seine, avec Rouen, avec Le Havre, et comment la grande métropole, la ville-monde qu'est Paris, arrive à fonctionner avec cette Innerland et arrive à s'en servir comme d'une force pour attirer dans les deux sens. Le Grand Paris est d'autant plus fort qu'il peut s'appuyer et qu'il peut construire un discours et un message
sur son lien avec Le Havre, avec Rouen, avec l'axe Seine. Et évidemment, pour Rouen et Le Havre, le fait d'avoir une connexion plus facile, plus fluide et mieux équilibrée avec la ville-monde qu'est Paris est aussi un argument de différenciation. C'est pour ça qu'avec Le Havre, l'année dernière, on a signé une convention pour articuler nos actions de promotion internationale et voir comment on pouvait le faire ensemble. Et puis avec Frédéric Sanchez, qui était là tout à l'heure, le président de la métropole de Rouen, nous sommes allés à Singapour en septembre, justement pour nouer des partenariats autour des véhicules autonomes, autour des nouvelles formes de mobilité, parce qu'il y a un lien évident entre ce qui est parfois conçu dans le Grand Paris, ce qui est développé en circuit fermé à Satori, ce qui est testé en conditions réelles à Rouen, et qui inversement vient réalimenter la machine. Donc c'est une dialectique permanente entre ces différents territoires qui se font levier les uns les autres. Mais vous dites quand même qu'il ne faut pas non plus vendre une destination sans assurer derrière tout ce qui fait tout ce qui va faire le fonctionnement des industries ou dans des entreprises qu'on va attirer, que ce soit en matière de logement, d'énergie. Et vous êtes aussi très volontaire sur ces questions. Oui, alors on réalise chaque année une étude avec KPMG qui s'appelle le Global Cities Investment Monitor, sur lequel on demande à un panel de décideurs économiques de classer les critères qui pour eux sont les plus déterminants en matière de stratégie de localisation de leurs activités. Donc là, on est sur des investissements greenfield, pas des investissements financiers. Ils implantent des activités nouvelles. Le premier critère, ça ne vous surprendra pas, c'est le climat fiscal et juridique des pays dans lesquels ils s'implantent. Donc ce n'est pas forcément le point de la fiscalité qui est celui sur lequel on a le plus envie de rentrer en compétition avec d'autres métropoles. En revanche, arrive en deuxième point la qualité des infrastructures. Parce que pour des entreprises industrielles aujourd'hui, comme pour des entreprises de services, comme pour des entreprises commerciales, la capacité à avoir accès à un marché qui ne soit pas simplement une donnée virtuelle de on a tant de millions d'habitants ou on a tant de personnes qui sont joignables à moins de tant d'heures d'avion, mais la réelle capacité à les joindre, c'est ça qui va faire pour eux l'élément déterminant. On a eu une entreprise d'encapsulage de boissons KCI Fayet qui avait sa principale usine à Athènes. Elle a fermé son usine et elle l'a installée en Suisse. Donc elle a quitté, pour une activité où la main-d'œuvre est essentielle, le pays d'Europe où la main-d'œuvre est à plus bas coût, pour aller dans le pays d'Europe où la main-d'œuvre est la plus chère. Pourquoi ? Parce que dans cette nouvelle destination, ils avaient un approvisionnement en énergie qui était robuste, qui était fiable, qui était garanti et qui était abordable. Et ils avaient surtout une capacité à faire de la ligne production avec les différents flux qui arrivaient, qui pouvaient repartir à l'instant. Et ça, pour eux, c'est l'argument compétitif numéro 1. Et aujourd'hui, dans le Grand Paris, dans l'axe Seine, quand on essaye de convaincre des entreprises de venir s'installer ici ou de venir investir dans les projets de développement ici, la richesse et la force de ces infrastructures, ceux de la Sogaris, ceux d'Aropa, ceux évidemment des réseaux routiers, ceux du ferroviaire dont le Premier ministre a rappelé l'importance, sont des éléments déterminants pour convaincre des entreprises de venir s'installer. On va faire le lien, la transition avec Monsieur Seban de Sogaris, justement. Édouard Philippe a également dit que la logistique fluviale et urbaine et portuaire faisait partie des priorités aussi. Donc j'imagine que ça conforte aussi ce que vous essayez de développer, notamment en Île-de-France. Oui, alors ça conforte une vision que développe Sogaris aujourd'hui d'une logistique urbaine qui se veut très intégrée, en tout cas très proche des besoins des entreprises, notamment des entreprises de distribution. Mais je dirais qu'au fond, ça s'inscrit plus largement dans une forme de renouveau aujourd'hui de ce qu'est le marché de la logistique. Deux mots là-dessus. On est face à une classe d'actifs qui a pris énormément de valeur ces dernières années, qui s'est très très fortement financiarisée. On est sur un marché très concurrentiel, très agressif également, et puis qui au fond obéit à une dynamique très largement duale, alors interdépendante certes, mais très largement duale. C'est quoi ? C'est que vous avez d'un côté des entreprises qui recherchent des très très grandes implantations, et aujourd'hui on le sait, la tendance c'est au développement d'entrepôts XXL qui font plus de 100 000, 150 000 m², situés toujours proches des grandes infrastructures de transport, et on va revenir très rapidement sur cette problématique de l'axe Seine. Mais ces grands entrepôts ont une vocation essentielle, c'est qu'ils sont des bases arrières pour pouvoir envoyer des flux vers les centres de consommation. Et les centres de consommation, ce sont quoi aujourd'hui ? Ce sont les grandes villes. Et c'est en cela que la distribution aujourd'hui, c'est-à-dire la capacité à pouvoir optimiser, organiser des flux de distribution vers le consommateur final, que ce soit un professionnel, un consommateur particulier ou alors une entreprise, c'est devenu le nerf de la guerre. Et au fond, la logistique aujourd'hui, c'est à la fois la bataille que se livrent des grands investisseurs pour ces grandes plateformes
plateforme, et c'est en même temps la capacité que l'on va avoir collectivement à inventer une logistique urbaine, c'est-à-dire le retour des entrepôts en ville. Alors pas en y implantant évidemment une boîte à chaussures et en espérant que ça fonctionne, c'est à la fois la recherche, la réintégration au fond d'une fonction urbaine très largement disparue, mais qui obéit à des problématiques de qualité de vie, de qualité d'exploitation et évidemment de cohabitation avec la vie tout autour, qu'on soit un riverain, un habitant. Alors, Sogaris, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est développer un réseau très largement ancré sur l'A86, donc ça rejoint ce que disait Alexandre juste avant, c'est qu'on participe autant que possible au déploiement d'une infrastructure qui, de près ou de loin, sert la compétitivité du Grand Paris. Et ce réseau, il intercède à la fois des grandes plateformes logistiques, qu'il en faut, parce qu'il faut pouvoir faire converger les flux, notamment les flux internationaux, nationaux, les trier, et puis des bâtiments beaucoup plus urbains, comme le bâtiment de Chapelle International, qui est un entrepôt à moitié souterrain, surplombé d'agriculture urbaine, de bureaux développés au nord de Paris, et puis un certain nombre d'autres localisations, y compris en centre-ville. Oui, parce qu'il y a aussi un enjeu de concurrence internationale sur ces sujets de logistique. Mais il y a des entreprises qui font le choix de revenir aussi s'implanter au plus près des lieux de consommation. Oui, tout à fait. Alors, la logistique aujourd'hui, elle est très largement façonnée par la grande distribution et l'e-commerce. Si on regarde les chiffres, sans vous assommer de chiffres bien entendu, mais en 2018, l'investissement logistique en France, c'est une année absolument record, c'est un peu moins de 3 milliards d'euros. Et dans les transactions locatives, c'est-à-dire les baux qui ont été signés, à peu près aux 3/4, c'est la grande distribution et le e-commerce. Et pour toutes ces entreprises-là, aujourd'hui, il y a très largement une refonte de leur géographie d'implantation. Et donc, effectivement, on constate deux choses. À la fois que les entreprises se repositionnent proches des villes, mais pas de manière simple, c'est-à-dire qu'elles reconstruisent des schémas logistiques en fait tout entiers. Et deuxièmement, et c'est aussi finalement une nouveauté dont on peut se réjouir, c'est qu'elles commencent à envisager des modes intermodaux autre que la route, au fond. C'est-à-dire que la possibilité de faire passer des marchandises par le fleuve, je pense qu'on en parlera autrement mieux que moi tout à l'heure, la possibilité aussi de pouvoir, pourquoi pas, réutiliser les infrastructures ferroviaires, fait pas partie, je dirais, des décisions immédiates, mais fait quand même partie des réflexions que bon nombre de chargeurs aujourd'hui positionnent, parce que c'est un objectif de sécurisation de l'approvisionnement de leurs marchandises vers les cœurs d'agglomération. Juste un mot là-dessus, puisqu'on parle de l'axe Seine, la vraie problématique aujourd'hui, c'est que ces entreprises-là, elles ont des modes d'organisation, des modes d'optimisation qui sont véritablement, si vous voulez, interfirmes. C'est-à-dire qu'elles vont positionner des emplacements au gré des opportunités. En revanche, il me semble en tout cas qu'il n'y a pas véritablement de système logistique cohérent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui d'acteurs qui a la capacité de pouvoir déployer à l'échelle de l'axe Seine un réseau de sites. Alors, Aropa le fait au travers du GIE, mais ça reste encore, je dirais, une réflexion qu'il faut pousser plus amont. Il n'y a pas de capacité à pouvoir proposer un réseau de sites qui permettent véritablement de venir organiser la chaîne logistique, à plus forte raison quand les marchandises arrivent du Havre pour arriver jusqu'à Paris. Modestement, c'est ce qu'on essaie de faire à l'échelle du Grand Paris, en essayant de valoriser l'effet réseau, c'est-à-dire en essayant de coupler des offres entre à la fois des plateformes qui peuvent être plus éloigné du centre de l'agglomération, évidemment des emplacements très très urbains. Merci beaucoup. Monsieur Laffitte, je crois justement que c'est un peu le discours aussi de l'institution que vous représentez, de dire qu'on ne va pas assez loin en fait dans ce qui pourrait être développé au niveau de l'axe Seine. Il y a encore beaucoup de choses à faire, oui. Même s'il y a quand même, on le voit depuis ce matin, beaucoup de collaborations, beaucoup de projets en route, et Monsieur le Premier ministre l'a confirmé. Mais le chemin encore à parcourir est assez long, je crois. Oui, en effet, le chemin, merci de nous avoir invités. Le chemin à parcourir est encore long. Et tout d'abord, je voudrais repositionner Paris Seine-Normandie, qui est une association qui est née de la volonté des chambres de commerce régionales de Normandie et d'Île-de-France d'accompagner et de contribuer au développement économique de l'acte de Seine à côté des pouvoirs publics. C'est pour ça que siègent dans l'association Paris Seine-Normandie, bien entendu, des élus des chambres régionales normandes et d'Île-de-France, mais aussi Aropa et la délégation interministérielle.
Pour Paris-Seine-Normandie, nous entendons, bien entendu, d'un côté, porter la voix et les attentes du tissu économique représenté par les chambres, en prenant position sur les grands projets de développement de l'axe de Seine, mais aussi nous entendons travailler opérationnellement autour d'une stratégie articulée autour de 3 grandes lignes. Premièrement, la visibilité et la lisibilité de ce territoire. Deuxièmement, travailler à l'efficacité économique du territoire. Et troisièmement, travailler sur le développement des synergies entre les acteurs. En effet, nous considérons que, quels que soient les grands plans, il faut veiller à cette animation économique et c'est le but que nous nous sommes fixés. Alors bien entendu, nous allons porter la voix de cet axe de Seine au niveau européen, parmi les chambres européennes, pour promouvoir cet axe Est-Ouest de développement qu'est l'axe de Seine par rapport à l'axe Nord-Sud symbolisé par l'axe rhénan. Mais nous considérons que la meilleure manière d'animer ce tissu économique, c'est de mettre à disposition de ce tissu économique un outil que nous appelons le Seine Valley Community System, c'est-à-dire un outil que nous entendons construire. Pour nous, il s'agit de structurer un outil de collecte, d'échange et de mise à disposition de données au service du territoire. Et cet outil, nous considérons qu'il est absolument important de façon à permettre de servir les 3 axes stratégiques que nous avons retenus. En ce qui concerne la lisibilité et la visibilité... Qui pourrait le mettre en place, cet outil? Excusez-moi. Comment? Qui pourrait le mettre en place, cet outil? C'est vous? Nous sommes... merci de votre intervention. Nous sommes en train de construire cet outil. C'est-à-dire que nous sommes en dernière phase pour le choix des partenaires. Nous avons lancé, il y a 2 ans, un partenariat d'innovation pour rechercher des partenaires pour pouvoir développer ce type d'outils. Aujourd'hui, nous sommes en sélection finale. Je pense que dans les 2 mois qui viennent, nous aurons sélectionné l'acteur. Et nous considérons que d'ici 1 an, nous aurons un outil, une première ébauche d'outils permettant de travailler sur les 3 points que je viens de citer. Premier point, la lisibilité et la visibilité. Pour nous, il s'agit d'assurer une représentation cohérente de cette et dynamique de ce que M. Grandbach appelait ce matin cette représentation partagée, c'est-à-dire que l'on puisse afficher à partir de n'importe quel point dans le monde, que l'on puisse représenter d'une manière cohérente cet axe de Seine avec ses forces, avec ses entreprises, avec ses tissus de sous-traitance. Et je pense que ceci est extrêmement important pour donner une impulsion et pour donner une décision à un intervenant étranger. Deuxièmement, l'efficacité économique, bien, tout simplement par l'interopérabilité des systèmes d'information, de façon à permettre à ce qu'on ait un meilleur réseau de travail entre les entreprises, et ceci est extrêmement important. Et enfin, la synergie entre les acteurs, tout simplement en constituant une sorte de réseau social, quelque part, de la vallée de la Seine. Et voilà, donc voilà les principaux outils et les principales lignes de travail de Paris-Seine-Normandie. Merci beaucoup. On va demander peut-être aux autres intervenants ce que vous pensez de ces propositions. Est-ce que vous avez des propositions à formuler directement pour vos secteurs d'activité, peut-être, Monsieur Jamel, en une phrase? Vous avez raison. On est obligé d'écourter. En une phrase, un exemple. Avec la Cosmétique Valley, on travaille avec Aropa sur un projet qui s'appelle Cosvapex. C'est un projet gagnant-gagnant pour le territoire, l'axe Seine, et pour les industriels, en 30 secondes. C'est un projet qui permet de mieux traiter les produits, non seulement quand ils partent, mais ce qui est important, c'est qu'on oublie toujours que les produits reviennent. Il y a des invendus. De les recycler. Si on arrive, nous, entreprises,
à labelliser véritablement la ligne à repas, les 3 ports, comme l'endroit le plus rapide, le plus performant, le plus sécurisé, l'endroit où véritablement les dédouanements se font. On sera content comme entreprise ou comme groupe d'entreprises. Mais inversement, symétriquement et de manière complémentaire, si nous arrivons à dire que Le Havre, Rouen et Paris sont l'endroit le mieux dans l'Europe du Nord, je ne voudrais pas citer quelques concurrents, pour acheminer et réacheminer des marchandises, ce sera bon pour le territoire. Et quand ce sera bon pour le territoire, on aura des Coréens, des Américains et des Japonais qui viendront fabriquer à côté de nos entreprises parce qu'ils sauront que la ligne Paris-Rouen-Le Havre est le meilleur endroit pour dédouaner, acheminer, mettre sur un bateau et faire partir. Et nous, on aura nos concurrents juste à côté de nous, ce qui sera quand même mieux que de les avoir à 3000 km. Donc cet axe Paris-Seine, c'est une question politique, stratégique, c'est une question industrielle et économique. C'est le politique, le Premier ministre l'a fait, qui en créant de vraies structures renforcera les entreprises. C'est les entreprises qui en travaillant sur l'axe Seine renforceront l'axe Seine. Renforceront l'image, bien plus l'image. Nous, on a toute la chaîne de valeur le long de la Seine. Les quartiers généraux sont à la Défense ou dans le 8e arrondissement, et l'endroit où on met sur un cargo d'eau parfum, d'eau cosmétique pour qu'ils partent, c'est là-bas. Entre-temps, on a eu le packaging, les flacons dans la vallée de la Brelle, le packaging à Val-de-Reuil, la transformation ailleurs. Donc il est clair qu'on a besoin que l'image soit la meilleure. On vend l'image de la France. Si l'image de la France industrielle et de transport, c'est l'axe Paris-Seine, qui est à la fois fluide, organisé, compréhensible, visible et lisible, c'est tant mieux pour nos industries. S'il est confus, etc., on vend Giverny et les châteaux de la Loire, mais on vend aussi le port du Havre et la facilité administrative française, s'il y a une facilité. Merci beaucoup. Jonathan Seban, vous voulez ajouter quelque chose sur cet aspect ? Simplement indiquer que je suis assez convaincu aujourd'hui que la Seine, en tout cas l'utilisation de la Seine comme axe de transport pour la logistique urbaine, c'est un véritable sujet d'avenir. La logistique urbaine, je l'ai dit, c'est pas une idée magique, c'est aujourd'hui une nécessité économique pour bon nombre d'acteurs. Et ça, c'est une opportunité unique qui est offerte pour peser sur les conditions d'émergence de ce marché. On constate aujourd'hui, depuis de très très gros chargeurs jusqu'à des acteurs plus innovants, que l'utilisation de la Seine, pas simplement pour des transports pondéreux, standards, de containers, mais aussi pour des transports de marchandises de type messagerie, c'est-à-dire la marchandise de distribution, font partie des essais, des expérimentations qui se font jour. Moi, je dis tant mieux. Tout l'enjeu pour nous, en tout cas pour nous, acteurs immobiliers, c'est de savoir comment on sait intelligemment positionner des actifs, des bâtiments qui savent à la fois venir faire accueillir ces marchandises à l'intérieur de la ville et comment on vient en même temps, autant que possible, peser sur les conditions d'exploitation des chargeurs, des professionnels, en favorisant autant que possible ce type de pratique. Merci. Oui, moi je voudrais que l'on mesure le pas qui a été franchi par rapport au premier colloque qui avait eu lieu en 2011 sur le pas pour lancer l'axe de Seine. À cette époque-là, il était essentiellement question de logistique. En 2000. Aujourd'hui, nous avons entendu parler d'industrie. Je pense qu'il est absolument essentiel de se représenter ce pas, parce qu'en effet, le développement ne peut pas être qu'un développement logistique, il doit être d'abord un développement industriel appuyé par la logistique. Et ceci est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'il est aussi important de bien mettre en représentation, je dirais, cette connaissance intime de toute la supply chain industrielle, de la chaîne de la sous-traitance mise à disposition des industriels sur le territoire. Voilà. J'imagine que M. Perrault, vous devez partager Ah oui, non mais tout à fait. Bon, d'abord la logistique est quelque chose qui concerne toute industrie qui travaille dans les transports. Et d'une aparté avec mon voisin, je crois qu'il y a des choses à faire aussi, puisque l'axe Seine est fluvial, mais il y a des aéroports un peu partout, et en particulier à Paris, des gros hubs. Et une bonne logistique est une logistique qui n'a pas de perte de charge. Et l'intermodalité est un sujet intéressant auquel on entend bien contribuer. Par ailleurs, pour le rayonnement, l'Europe va lancer son programme multi-annuel le prochain, le FP9, enfin Horizon Europe, et à travers cela, évidemment que l'innovation, les grands groupes que nous sommes y participent, et il va y avoir des cascades et des ruissellements d'opportunités pour l'ensemble des acteurs, au travers des pôles notamment, comme je l'ai expliqué, puisque c'est la volonté et la politique de la filière. Incontestablement, les clusters et les pôles, tout le long de la vallée de la Seine, en profiteront au bénéfice du spatial et de l'aéronautique.
Merci beaucoup. Alexandre, le mot de la fin? Oui, alors, j'ai rien à ajouter sur l'importance de la logistique dans l'attractivité à ce qui a été dit remarquablement et avec beaucoup d'illustrations. Peut-être, du coup, comme une ouverture pour le mot de la fin. L'attractivité, on a parlé de l'attractivité et du rôle que pouvait avoir la logistique dans l'attractivité par rapport aux implantations économiques internationales, mais l'attractivité, ça ne s'adresse pas que au tissu économique, c'est aussi l'attractivité vis-à-vis des habitants. Comment est-ce qu'on fait venir de nouveaux habitants? Comment est-ce qu'on retient ceux qui y sont? On sait qu'en Ile-de-France, beaucoup de gens rêvent de quitter l'Île-de-France et de retourner vivre en région. Et je pense qu'il y a une dimension d'attractivité qui est forte aussi pour la qualité de vie qu'on va offrir aux habitants à la fois de l'Axe Seine, de la Normandie et du Grand Paris, en faisant mieux fonctionner ce territoire ensemble pour que chacun puisse bénéficier des ressources qu'on y trouve sur l'ensemble de l'Axe. Tout à fait. Merci infiniment, messieurs.